Salut les filles, on se retrouve sur Airsoft Millennium pour l'épisode tactique numéro 4. Alors aujourd'hui on va aborder, compléter pas mal de sujets. Ça va être un petit peu, entre guillemets, un fourre-tout organisé. Ça sera que du blabla, de la théorie. Parfois les gars je peux pas vous faire de pratique, mais il y aura des épisodes, comme l'épisode 3, pour ceux qui ont eu le courage de passer tout le blabla, avec de la pratique. Enfin là, du moins c'était plutôt de la théorie sur terrain. Il y aura de la pratique, de la démonstration, etc. Ça va venir cette année. Patience, les gars. Mais avant de pratiquer, il faut assimiler la théorie. Première parenthèse, le décor. Je n'ai pas encore reçu tout le matériel qu'il me faut pour enfin avoir un studio de vidéo décent. Donc, pour l'instant, j'improvise ici, dans la cuisine. Parce que ici, ça éclaire comme il faut. Et voilà. Deuxième grosse parenthèse de la vidéo. Et après, on va enchaîner. Faut savoir, les gars, que dans mes gameplays, j'applique pas toujours ce que je vous apprends là en mode tactique. En gros, je suis pas toujours en mode tactique. Moi aussi, j'aime bien de temps en temps jouer en mode récréatif et donc de pas forcément toujours appliquer les choses tactiques, médecine, etc. Voilà, ça m'est venu à l'esprit et je tenais à le mentionner avant de me prendre des petits tacles en disant « Ouais, dans tes gameplays, tu fais pas ci, tu fais pas ça, faut faire comme ci, faut faire comme ça, gna gna gna. » Et puis de toute façon, je ne suis pas le force spécial de l'espace, je ne suis pas le meilleur airsofter du monde, mais je pense qu'avec mon expérience, ma passion, j'apprends plein de choses à plein de joueurs. Et puis il faut savoir, les gars, que pour jouer en mode tactique, tout seul c'est bien, mais c'est très vite limité. Et malheureusement, la plupart des gars qui sont tactiques, qui ont un minimum de niveau, dans mon équipe, donc je les appellerai les vétérans tactiques, ils habitent soit loin de chez moi, donc limite pas dans la même région, ils peuvent moins jouer parce que ils ont 35 ans comme moi, mais ils ont moins de liberté. Ils ont des gamins, ils ont des métiers plus prenants, etc., etc. Donc c'est compliqué pour moi de jouer en mode tactique avec mes vétérans. Et ensuite, les gars, si vous voulez éventuellement que je justifie un petit peu ma crédibilité, je pense que j'ai pas besoin de le faire, sans aucune vantardise. En fait, mon frère de cœur, que je connais depuis que j'ai 3 ans, et avec qui j'ai fait l'école primaire, le collège, les 400 coups et tout ce que vous voulez, 15 ans qu'il est militaire. Il a le béret rouge, il a fait 13 missions, je crois. C'est pas un force spéciale, mais il a travaillé avec eux plusieurs fois. Il a travaillé aussi avec les Russes, les États-Unis, je sais pas combien de nations. Enfin voilà, c'est pas le petit troufion de base. Le mec, il a du drill dans les pattes. Et il a des monitorats. Franchement, son CV militaire, notamment en termes de tactique, de drill, etc., c'est OP. Alors malheureusement, comme il habite à l'autre bout de la France, c'est très compliqué pour nous de faire de l'airsoft ensemble. Mais il faut savoir qu'il y a une partie de ce que je vous apprends que lui, il m'a apprise, et tout le reste, je le fais passer par lui, qu'il valide ou pas. C'est jamais arrivé qu'il valide pas, mais parfois il peut me dire, allez, il peut apporter sa petite touche. Donc cette personne-là, je citerai pas son identité, mais on va le surnommer le Major, parce que de temps en temps, je parlerai de lui. Et enfin, comme je l'avais déjà mentionné dans ma première vidéo, celle où je présente la chaîne, l'atelier, mon entreprise, etc., j'ai écrit 2 livres qui sont en fin de rédaction. Donc un sur la tactique en airsoft et un sur les scénarios, tout ce qui tourne autour de l'associatif, la création d'événements, l'organisation, l'encadrement, et beaucoup l'élaboration des scénarios. Je sortirai les livres, je ne sais pas sur quel format, parce que honnêtement, me faire éditer, ça m'intéresse pas. M'auto-éditer, ça m'intéresse, mais il faut le pognon. Je sais pas si je partirai sur un format papier ou informatique. Mais ça arrivera, je pense, je dirais, mi-fin année 2025 pour les livres. Allez, on va commencer par quelques petits conseils additionnels à l'épisode 1, donc des tactiques, des astuces, des assistances individuelles. Premièrement, les gars, j'irai plus en détail là-dessus parce que je vais vous présenter des viseurs, comment régler son viseur, son effet hop-up, etc. bientôt. Mais il faut savoir que, entre guillemets, il y a 2 écoles en tenant compte de plusieurs critères primordiaux. Quand vous épaulez et que vous visez, il ne faut pas que vous ayez la tête qui penche n'importe comment. Parce que sinon, à force, ça peut vous créer des petits soucis de santé, des gènes, et ça peut aller plus loin malheureusement. C'est pour ça qu'il y a des spécialistes d'équipement pour l'opérationnel qui ont créé des Reos, des viseurs à telle hauteur, etc., etc. Donc en fonction de la différence de hauteur entre votre rail Picatinny sur lequel votre viseur vient s'installer et votre crosse, il y a par exemple des AK où la crosse est plus basse. Donc on peut se permettre de mettre un viseur plus bas. Vous allez choisir votre viseur et son support pour que le viseur tombe nickel au niveau de vos yeux quand vous épaulez correctement votre crosse. Du coup, ça peut influencer sur la précision de votre point rouge. J'entends par là, plus votre point rouge est déporté
de votre canon, plus il ne sera précis qu'à un seul endroit. Diaboloman en a parlé récemment dans l'une de ses dernières vidéos concernant les conseils sur comment jouer en sniper, etc. Il a totalement raison. Plus vous mettez votre viseur près de votre canon, forcément, plus vous êtes précis sur tout le long de votre portée linéaire. Ensuite, primordial les gars, à moins de viser lentement, en gros de progresser, d'aviser, de viser l'œil dans le viseur lentement et entre guillemets de diriger votre point rouge, c'est votre point rouge qui suit toujours votre regard. Vous allez voir, essayez, c'est beaucoup plus facile. Par exemple, je suis là, je suis en train de viser, je regarde la caméra, et d'un coup, je donne des portées là-bas. Vous voyez, je regarde d'abord, et ça suit si vous voulez, mais c'est toujours le point rouge qui suit l'œil. Quand je parle de neutralisation, ça veut dire que vous y allez un petit peu à tâtons. Vous n'êtes pas dans le clean ou le rush. Vous maintenez plus ou moins vos positions et vous neutralisez. Troisième conseil, les gars, ne tirez que le nécessaire. Ça ne sert à rien d'envoyer je ne sais pas combien de billes pour rien. Vous allez perdre en énergie, concentration, attention et forcément en capacité. Que ce soit capacité de billes et de batterie. Alors vous allez pouvoir me dire, oui, c'est pas grave, je m'en fous, j'ai plein de chargeurs sur moi, j'ai une grosse batterie, etc. Tirez à juste mesure et vous verrez que vous jouerez beaucoup mieux. À moins d'être dans une condition particulière, genre dans des duels avec un certain niveau, ou des tirs longue distance, vous êtes repéré et du coup, le copain il voit les billes arriver, etc. C'est difficile de toucher. Moi je considère que si, au bout de 10 billes, j'arrive pas à toucher le mec, il va falloir que je trouve une autre solution si je peux en trouver. Soit me rapprocher, changer de position, etc. Quatrième conseil, les gars. Le couvert déporté. Alors, dans certaines situations, si c'est plus favorable et que vous le pouvez, plutôt qu'être collé à votre couvert, soyez déporté. Surtout en milieu naturel ou en jouant avec les ombrages, etc. Ça peut être particulièrement efficace. Quand vous établissez un périmètre, pensez que les adversaires, en premier lieu, eux, ils vont mémoriser vos éventuelles positions et fenêtres de tir. Donc quand c'est possible, les gars, prenez un peu de discrétion, de recul vis-à-vis d'eux. Si vous avez un couvert végétal ou ombragé, dans l'idéal, les deux, plus en recul vis-à-vis d'un couvert solide, n'hésitez pas. Autrement dit, trouvez des coins discrets en vous fondant dans le décor, avec une marge de furtivité par rapport aux positions et fenêtres de tir évidentes. Allez, c'est parti. On attaque la suite. Alors, on verra la communication dans un épisode dédié. Mais brièvement, le PS, c'est l'abréviation de plan stratégique. C'est le cheminement de tactique formation que le chef va décider. Il doit, dans le meilleur des cas, avoir plusieurs options pour celui-ci. Et le transmettre d'une façon précise, en restant le plus concis possible. Ensuite, les gars, la base pour jouer cohésif, collectif, c'est arriver à s'appuyer, s'additionner et se coordonner. Évaluer l'efficacité des couverts de vos prochains périmètres. Plus ils comportent de faiblesses, moins vous devez y rester et prendre des risques. Classons-les en 3 grosses catégories. Le faible petit, pouvant couvrir qu'un voire 2 joueurs avec peu d'angles ou n'ayant que des fenêtres horizontales. Ça veut dire où vous pouvez tirer que par le dessus. Donc par le dessus, du coup, vous êtes visible par la plupart des autres joueurs en face. Les petits arbres, les bidons, les petits trous de guerre, voilà. Ensuite, deuxième catégorie, fort conséquent, offrant une bonne couverture, voire une bonne furtivité. Et enfin, ce que j'appellerais les places fortes, permettant à un trinôme, voire plus, d'y être déployé. Quand je dis une place forte, les gars, c'est une position 10-20 mètres carrés qui comporte plusieurs couverts, assez proches les uns des autres, pour former un bloc de puissance de feu. Exploitez le terrain et votre squad, additionnez leurs atouts. Parce que le maître du jeu en airsoft, les gars, c'est le terrain. On verra ça encore une fois plus en détail, mais ça va être à vous, en fonction de ces critères et de votre effectif, de composer, ajuster vos formations. Pour chaque nouveau périmètre différent, en exploitant les couverts, répartissant vos forces, etc. Investir. Là encore, les gars, c'est un maître mot. Investir. Si vous avez la possibilité de gagner du terrain, des périmètres, des positions fortes, voilà, tout ce qui peut vous avantager, investissez. Conseil suivant, les gars, préparez, mesurez vos actions et pensez surtout à l'après. Alors j'entends par là, essayez de toujours avoir des coups d'avance. Vous voyez, là on n'est pas trop dans la spiritualité. Oui, il faut penser au moment présent, bien qu'il soit vachement instinctif. Mais il faut surtout essayer d'avoir toujours un temps de réflexion d'avance par rapport à ses actions et aussi de penser à leurs conséquences et à ce qui va suivre après. Pour ceux qui ont à peu près mon âge, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait un film là avec Nicolas Cage qui s'appelait Next, où il avait toujours un temps d'avance, etc.
Vous voyez un peu le délire, quoi. Toujours cette notion à deux échelles. Celle de chaque joueur individuel et celle du ou des groupes de votre squad. Et encore une fois, parfois celle de votre squad au sein de votre faction, quoi. Genre, il y a un effet poupée russe, quoi. Et pour la seconde échelle, celle de votre squad ou de ces groupes, il faut que le chef du squad prévoit toujours primo de la réserve ou relève et du maintien. Secondo, comment ça se passe après telle action et ou périmètre. Concrètement, ça sert à rien de faire un pas en avant pour en refaire deux en arrière. Faut que l'affaire soit rentable. Parfois, les gars, ça sert à rien de foncer s'il y a trop de force de frappe bien en place en face. Vaut mieux maintenir ses positions, continuer la neutralisation jusqu'à se créer un avantage, une opportunité pour dégager un périmètre. Ça sert à rien de foncer tête baissée si pour qu'au final vous vous retrouvez tous au spawn et puis que l'autre, et puis que les petites d'en face aient avancé encore de 30 mètres. Contrario, plus souvent d'ailleurs, vaut mieux mener un bon assaut et prendre tel ou tel périmètre majeur dans le jeu plutôt que de stagner en neutralisation encore et encore jusqu'à épuiser son moral, ses vies, parce que voilà, ça stagne, les allers-retours au spawn, machin, ça devient chiant. Mais encore, faut-il savoir et pouvoir faire des assauts dynamiques de dégagement. Ça. Et donc les gars, j'en viens au temps et à la capacité. Ça rejoint ce que je disais au début de la vidéo sur le fait de ne tirer que le nécessaire. Il faut réaliser des objectifs et prendre des positions en un laps de temps et de ressources avant d'épuiser ses capacités. Et que les effectifs adverses se régénèrent, voire se renforcent. Voilà. Ça, c'est à vous de calculer le truc. Encore une fois, et de là se dire, bon, on temporise, on maintient, on neutralise. Bon là, les gars, c'est bon, à un moment donné, on trouve une solution et on établit un petit plan d'attaque et puis on y va, quoi. Et à un moment donné, les gars, faut se sortir les doigts du cul. Repérez les zones rouges, les gars. Ces zones sont celles très surveillées par l'adversaire. Souvent surveillées, attaquées, elles sont repérables par le bon sens. Voilà, la régularité des tirs adverses dessus et aussi des alliés touchés à cet endroit-là. Point suivant, les lignes de combat. Ah, là on arrive un petit peu dans le côté ultime. Pour que tu comprennes la suite, il faut que je t'explique cette notion-là. C'est important. Il y a, dans beaucoup de formations ou de sections, 4 lignes de combat et formation par rapport à un front adverse. La ligne 0, tu es en territoire adverse. Je dirais que c'est plus la ligne qui concerne les commandos, les rushers, voire plus rarement d'autres rôles qui vont aller faire des contournements, des crochets, etc. Deuxièmement, la première ligne. Je la place, on va dire, de 5 mètres à 15-20 mètres du front adverse. Donc là, elle va concerner plus régulièrement les rushers, les commandos, les milieux. Seconde ligne, plus pour l'appui, la suppression, donc les soutiens, les milieux. Et on a entre 20 et 40 mètres. Et ensuite, la troisième ligne, de 40 à je ne sais combien de mètres, c'est celle qui concerne les long shots, donc les tirs lointains. Donc voilà, là vont se placer plus régulièrement les tireurs de précision, les marksman. Et on pourrait mettre une dernière ligne, mais généralement les effectifs concernés vont se trouver plutôt dans la troisième. Ça va être une ligne de réserve, de relais. Donc voilà, une fois qu'on a inclus cette notion-là, quand votre chef d'équipe de squad, il va parler de ligne, vous n'allez pas avoir l'impression de parler un chinois. C'est pas une science exacte. Par exemple, un milieu, un gunner, un sniper peut occuper d'autres lignes que celles qui lui sont principalement destinées, mais c'est une référence, une notion de base à assimiler dans les formations. Et les différentes lignes ne sont pas forcément espacées de dizaines de mètres, les gars, ça dépend du contexte. Mais je dirais au minimum à peu près 3 à 5 mètres, quoi. Là, encore une fois, si je prends une formation de base, première ligne, vous avez les 3 rushers. Deuxième ligne, vous avez 2 milieux et un gunner. Troisième ligne, vous avez un sniper et 2 gars qui font office de relève. Et admettons, se détachent, vont à la ligne numéro 0 en tant que commando pour les attaquer par derrière. La puissance de feu, les gars, elle réside dans la capacité de votre squad à répartir des lignes de tir sur chaque fenêtre adverse qui représente un danger. Ou de faire au mieux dans cette doctrine, en procédant par un ordre de traitement tactique, à répartir sur celle-ci votre puissance totale nécessaire de la meilleure façon par le biais des plans stratégiques. La puissance de feu, ce n'est pas envoyer le plus de billes possible. Au contraire. Parce que la puissance de feu a une capacité en billes et en ligne de tir. Plus vous économisez, plus vous avez de la réserve et de la capacité.
Un adversaire n'a pas besoin d'être visé par 3 lignes différentes, les gars. Généralement, ça sert à rien. 2, c'est bien. Un tir de barrage n'a besoin d'envoyer que 10 billes par seconde. Plus, ça sert à rien. Et 4 par seconde suffisent pour faire un tir de suppression sur un adversaire. Répartir et grouper les forces. En maintenant les principes de nécessité, effet de surprise, réserve, etc., les bases, les chefs doivent répartir les lignes du tir du squad et ou grouper ses forces sur les cibles positions les plus conséquentes. Dans le cadre des directives des chefs, j'ai bien dit dans le cadre, c'est aussi aux joueurs de prendre l'initiative d'user de bonnes tactiques. Par exemple, en fonction du risque du secteur à surveiller, un second, voire un troisième joueur ou une section va être la réserve relève de celui-ci. Je m'explique. Par exemple, position numéro 1 et numéro 2 sont majeures. Les joueurs A et B sont désignés pour surveiller la première, mais s'ils se font toucher, alors les joueurs C et D qui surveillent la position numéro 2 savent qu'ils devront prendre 50% de leur attention pour désormais surveiller aussi la position numéro 1 puisqu'il n'y a plus personne dessus. Voir si c'est plus nécessaire d'accentuer leur degré d'attention. Maintenir, se replier si nécessaire. Dans le cas où votre groupe se fait submerger, etc., et ne peut renverser la situation par l'offensive, je rappelle qu'il y a 3 statuts, offensif, défensif, décisif, alors, il ne faut pas hésiter à essayer de renforcer et maintenir le périmètre actuel, voire se replier vers un qui est plus efficace pour réévaluer un plan stratégique, une ligne de front, une embuscade, quelque chose de plus efficace. Dérouler. On va causer un peu pour cet onglet-là, même si je cause tout seul. Alors, peu importe les gars, si vous tombez sur des adversaires agressifs ou défensifs, vous êtes de toute façon attaqué ou attendu. Et vous aurez des outs réguliers dans votre squad. Ça fait partie du jeu, les gars. Si on est tous des gold codes qui font 100 hits dans la journée et qui se font sortir qu'une fois, à un moment donné, le jeu est plus marrant. Bref. Donc, comme dans les FPS multijoueurs sur console, à moins d'être resté planqué dans le fond de la map avec son petit sniper et puis de faire des séries, vous allez vous faire sortir. Alors, bien sûr, plus au niveau individuel et groupé, vous êtes OP, moins vous allez vous faire sortir. Et moins il y a de livres en face, ça sera pareil. Mais ce qu'il faut savoir, les gars, c'est que c'est rare qu'une position, qu'un objectif soit imprenable. Ça, je vois souvent sur les terrains, oui, c'est trop dur, oui, on peut pas avancer, ça chiale, c'est parce que, je suis désolé, je vous le dis, les gars. Déjà, individuellement, c'est pas terrible, premièrement, et deuxièmement, vous savez pas jouer en équipe. Vous avez aucune notion. Moi, je vous fais le pari que je vous fais venir n'importe quel squad un minimum structuré. La plupart des objectifs, au bout d'un moment, ils seront déverrouillés. Donc, c'est souvent le manque de stratégie, de méthode, d'efficacité, des attaques mal coordonnées, pas assez vives, des joueurs qui se font cueillir un par un ou section par section, qui causent l'échec répété, l'usure et la frustration. Des campeurs face à une bonne team structurée, sur une nouvelle position, ça va fonctionner une fois. Et encore. Et encore. Parce qu'ils vont finir par se faire rouler dessus. C'est d'où le terme dérouler. Donc, dérouler intelligemment, neutraliser quand il le faut, utiliser toutes vos ressources stratégiques et celles du terrain, des leurres et diversions, un flanc, des rushs, des long shots, une intrusion dans les périmètres adverses par une section de commando, des tirs verticaux, des grenades. Les gars, voilà, c'est une autre façon d'aborder le fait de ne pas stagner et de progresser dès que c'est possible, parce qu'un jeu stagnant, ça n'apporte rien. Voilà, je vous rappelle les gars que dans la plupart des sports collectifs, avec des ballons, on a un certain temps pour marquer sans que l'adversaire touche le ballon. Et chaque joueur a un certain nombre de secondes avec son ballon. Vous voyez, il y a des choses comme ça qui, si ces règles-là elles sont dans ces sports-là, c'est pas pour rien les gars, c'est pour que ça joue. C'est pour que ça se développe. Et si je prends les sports de combat, il y a un moment donné, tu peux perdre pour non-combativité. Hein, franchement, les gars, il n'y a rien de plus chiant que quand tu es dans... où il y a des campeurs dans les deux équipes, et puis chacun il va à tâtons et essaie de jouer sur la portée de son jeu. Optimiser sa capacité d'effet surprise. Quand j'écris capacité, ça concerne celle de tous vos effectifs en action dans la situation concernée. Encore une fois, envoyer toute la sauce d'un coup peut être le meilleur choix, ou pas du tout. Sur des périmètres bien gardés,
essayer de créer des vagues et des séries d'attaques et d'effets de surprise. En jouant sur le repéré non repéré, par exemple, faites des coups de guérilla jusqu'à débloquer une situation favorable pour un assaut. Ah bref, vous avez capté. Les progressions, on l'a abordé dans l'épisode numéro 3. On a vu les avantages de la progression en tiroir, qui permet d'avoir un appui constant pour la première ligne, et ou les joueurs de tête. On a vu un peu aussi la progression en quinconce, mais on peut la développer un petit peu plus. L'avantage de celle-ci réside dans le fait d'avoir un effectif plus en avant qui tient une position, des couverts avantageux, tandis qu'avec la progression en tiroir, l'avantage réside dans le fait que le groupe de tête est toujours le même. Ensuite, il y a la progression en ligne, en diagramme, un ratissage. Avec cette progression, c'est plus efficace dans des périmètres avec plein de petits couverts. Le train. Alors, Gorky en a parlé dans une de ses vidéos tactiques. C'est une variante, une vieille tactique que vous pouvez utiliser dans certaines situations, notamment face à quelques adversaires. Tout le monde se suit et prend la position de l'autre à chaque fois. Pour cette technique-là, le mieux, c'est toujours le faire en diagonale. Comme expliquait Gorky, en fait, l'effet de se déplacer tous en même temps en prenant la position de l'un et de l'autre, du moins plus ou moins, ça peut être efficace parce que tout le monde va plus ou moins dans un sens différent, peut éventuellement s'entrecroiser, etc. Et du coup, ça peut facilement désordonner l'adversaire. Si jamais vous vous mettez à attaquer tous en même temps, en gardant ce fil de progression, ça fait un genre de tir groupé, croisé. Et enfin, la progression par section, par petit périmètre ou place forte. Alors presque tout est dans le titre. Vous pouvez faire du tiroir comme de l'alternance. Mettons, le trinôme, il avance ici. Le quatuor, il se met à peu près là. Hop, hop, donc là c'est du tiroir. Le trinôme, il est là. Il vient se poster ici une place forte. Le quatuor, il se déplace. Hop, il vient se poster à une bonne position ici. Vous avez compris le truc. On verra les formations dans un autre épisode, les gars, parce que là, je le sens déjà, qui va durer je sais pas combien de temps. Je vais peut-être même le séparer en deux. Passons aux différents tirs. Alors, première catégorie, le tir sur ordre, autonome ou sur un temps donné. Oui, parce que ça peut être intéressant de donner un temps au tir. Je vous fais une petite parenthèse un peu plus détaillée là-dessus, sans rentrer dans les détails de la communication. Donc, on donne des codes ou des abréviations pour la communication. Ça limite le nombre de syllabes, donc c'est plus concis. Alors, par exemple, pour un tir groupé, on va faire TG, si c'est pas codé. Tir en alternance, TA. Ensuite, on peut demander un temps de tir qu'on ajoute à la fin du terme. Par exemple, pour une seconde, ajouter une. Donc, TG1. TA3. Voilà, vous avez compris le délire. On a le tir en alternance et le tir groupé. Donc, forcément, le tir en alternance, il peut avoir plusieurs échelles. Que ce soit sur un binôme. Par exemple, on est dans une formation totem à l'angle d'un couvert, un fenêtre haute, un fenêtre basse. Vous allez alterner vos flashs. Deuxième exemple, votre squad est divisé en deux sections. Vous allez alterner le tir groupé d'une section à l'autre. Dernier exemple un petit peu plus concret qui peut être très efficace. Vous êtes sur une ligne de front, mettons de 5 joueurs. Au signal du chef de squad, vous essayez de gérer pour faire des tirs en alternance. Ça veut dire qu'entre guillemets, au lieu de prendre la fenêtre, la ligne et de bombarder, vous faites des flashs avec 1 à 3-4 secondes entre chaque. Et à chaque fois, vous essayez de changer de fenêtre. Et ça va créer un tir d'équipe en alternance qui peut être super efficace. Maintenant, le tir groupé, où là, entre guillemets, je dis pas qu'on vide des chargeurs comme des sauvages, mais on envoie un peu plus la sauce, on essaie de s'approprier la dominance de feu. Si je reprends le dernier exemple de tout à l'heure, j'ai ma ligne de front, j'attends le moment opportun, et à mon signal, tout le monde prend sa fenêtre, balance la sauce pendant un certain temps, quelques autres tirs différents individuels. Le tir de couverture, dans le sens où on couvre un espace. Généralement, ça va être une fenêtre de tir. Pour empêcher l'adversaire de sortir, faire feu, et justement l'obliger, lui, à rester couvert. C'est une manœuvre soutenue et généralement ponctuelle. Ensuite, on a son cousin, le tir de suppression. Moins intense, mais plus long que le tir de couverture. Le tir de couverture, ça va être sur un laps de temps plus court, on balance un petit peu de la vie. Le tir de suppression, moins intense mais plus long que le tir de couverture, où là, vraiment, voilà, je sais pas, ça peut peut-être durer 30 secondes, 1 minute, où vous allez essayer de vous approprier une ou plusieurs fenêtres adverses, et vous n'allez pas forcément tirer tout le temps dessus. Mais dès que vous voyez que c'est nécessaire, vous reprenez la suppression, pour que ça ait le même effet que le tir de couverture. Le tir de barrage, c'est pour empêcher l'adversaire de franchir une zone, une surface, et ou d'atteindre un périmètre. Par exemple, je suis là, en mode gunner, il y a plus ou moins un petit périmètre, une place forte à droite, je ne veux pas que le spot qui se trouve à droite aille à gauche. Donc, je vais essayer de garder tout ce couloir-là et d'alimenter en vie dès que les mecs essaient de passer.
Le tir de précision. Forcément, hein, pour être le plus furtif et efficace possible. Et aussi éliminer le plus d'adversaires possible avec le moins de tirs et donc de risques possible. Possible. Le tir groupé furtif. Un certain nombre de joueurs apprêtent de nouveaux couverts et ou de nouvelles fenêtres les moins attendues par les adversaires. Alors, en gros, à la mesure du possible, vous n'êtes pas repéré. Du moins vos fenêtres. Puis, au signal du chef de squad, le groupe effectue un tir groupé et bien réparti. C'est ce qu'on peut voir dans certains films, ce que font les forces spéciales. Ça s'appelle le tir simultané. Vous répartissez les cibles, les fenêtres, etc. intelligemment. Et si on fait ça comme des pros, en gros, on va soit prendre le pseudo, soit numéroter les joueurs. Faire plus simple, on va les numéroter. Chaque joueur, quand il va être prêt pour faire son tir, va mentionner son chiffre référent. 5, 3, 4, 2, 1. Une fois que les 5 l'ont fait, tout le monde compte 3 secondes ou 3 fois, mettons, 444. Et si personne n'annule le tir pendant cette procédure-là, tout le monde tire simultanément sur sa cible. Alors, soit ça peut juste être un tir bref, ou ça peut continuer en tir groupé. Le tir superposé. Ça, les gars, ça aussi, c'est une technique à expérimenter et franchement, ça peut débloquer pas mal de situations. Alors, il y a plein de choses qui se font instinctivement quand vous commencez à avoir un certain niveau. Elle consiste à cumuler 2 lignes de tir proches. Ça va être sur quasiment une même ligne de tir, 2 alliés qui sont à distance différente. Exemple concret, admettons, le bouchon de ma bouteille là, c'est mon sniper. Moi, je suis ici. Et mon adversaire est ici. On est tous à un couvert. Et bien du coup, moi, qui suis le plus proche, repéré, comparé à mon sniper, je vais faire le leur, attirer Riri qui est ici pour qu'il se décale, etc., qu'il essaie de me toucher, pendant que mon petit sniper qui est bien tranquille ici va attendre le bon moment pour le sortir. Et généralement, on va varier les hauteurs. Maintenant, on va parler de la répartition des tirs. Peut-être pas à fond dans les détails, on va commencer à l'évoquer. C'est pareil, ça, les gars, même si vous n'avez pas trop de technique, etc., souvent, vous réussissez pas à progresser ou vos objectifs parce que vous n'avez pas cette notion-là. Vous êtes mal organisé vis-à-vis de ça. Alors, ça peut être encore une fois sur une toute petite échelle, par exemple sur un binôme, et ça peut être sur, je sais pas, sur, pour aller un petit peu dans l'autre extrême, ça peut être sur 3 squads qui se coordonnent. Bon, on va pas rentrer sur la coordination des squads, sinon c'est plus compliqué, donc on va rester sur une échelle d'un seul squad. Je change de cadre et je finis la vidéo ici parce que j'en ai marre d'être dans la cuisine. Le soleil est arrivé dans la véranda et qu'il n'aime pas le soleil. Désolé les gars, je suis en contre-jour. Je sais, c'est pas top, mais je peux pas forcément faire autrement. Le matos arrive pour une image et un son de qualité, pour que le studio soit praticable correctement. Donc pour l'instant, voilà, faites avec les moyens du bord. Quelques petites tactiques de base. La percée. Alors, si admettons, vous avez une ligne de front adverse qui tombe pas, vous allez déterminer à quel endroit est la plus fragile et avec un parcours de progression le plus adéquat pour vous. Et là, vous venez taper, percer cette ligne, établir un dispositif pour enfin faire tomber cette ligne de front. Ensuite, vous avez la plus connue, prise de flanc en tenaille ou en crochet. Donc, on occupe l'adversaire sur une orientation, un front, pour venir le flanquer, le prendre en tenaille ou par derrière, avec d'autres effectifs. La technique du leurre-tireur. Concrètement, je vais envoyer une première ligne de rushers qui ont vraiment juste le rôle de faire le leurre. Ça veut dire attirer l'adversaire sur eux pour que ma seconde ligne, plus furtif, camouflé, etc., mieux placé, élimine les adversaires qui montent leur nez. La diversion. Connu, attirer l'adversaire à un endroit ou dans une direction pour pouvoir l'attaquer via un ou une autre. Ça rejoint la technique, la petite spécialité du major que j'ai appelée l'orientation. Pour faire court, vous avez un effectif adverse sur une position et vous n'arrivez pas à la déloger. Vous allez déterminer dans quelle orientation elle est la moins efficace et dans quelle orientation vous pouvez la neutraliser, vous en rapprocher et l'éliminer. Et avec ça, vous faites un mix dont vous prenez une section qui va aller orienter l'adversaire et une section qui va aller la prendre de côté ou par derrière.
jamais de face. Embuscade. Bon, tout le monde connaît ce que c'est qu'une embuscade. Hein. On se prépare à l'avance pour prendre de court un effectif qui s'y est pas préparé et qui est en progression. Alors, rarement de face, plutôt de flanc, ou alors on attend qu'ils passent et on vient les prendre à revers. On a une variante, c'est la contre-offensive. Donc là, on va aller chercher l'adversaire pour l'attirer vers un dispositif. La défense proactive. Alors, et là, c'est bien la défense, hein. Mais faut mettre l'accent sur l'anticipation du repli. Voilà, faut pas juste dire bon bah voilà, on a la place à défendre, on se met 10 mètres devant, on se répartit et puis voilà. Non, je pense qu'il y a d'autres choses mieux et plus sympas à faire. Hein. Déjà, prenez le maximum de terrain par rapport au point que vous avez à défendre. Premièrement. Deuxièmement, installer un dispositif majeur qui va attirer le plus gros de l'attention du squad adverse et évidemment bloquer sa progression. Troisièmement, envoyer les détachements, donc des sections ou des petits squads, sur un flanc, voilà, quelque chose d'efficace qui va faire du harcèlement. C'est-à-dire se planquer, voilà, il va en shooter 2-3 sur le côté, une fois qu'il a un peu trop attiré l'attention, il replie ou il temporise. Et il continue comme ça. Ensuite, les gars, on verra tout ce qui est rush, clean, assaut dans une prochaine vidéo. Mais pour l'entamer vite fait et vous donner un petit peu le truc de base, on a le rush couvert. C'est pas compliqué. Vous avez votre ligne de rusher qui s'apprête à faire son rush et vos lignes secondaires, tertiaires, etc. qui, eux, sont prêts à l'appuyer. Voilà les gars, j'espère que l'épisode 4 vous aura plu et on se dit à la prochaine.